C'était quoi? Tu veux qu'on se le... C'était le générique de... Non, c'était des Tortues Ninja. C'est un thème de la Star Trek. Ah, d'accord. Non, je pensais que tu étais sur... Tu d'accord que c'est pas les Tortues Ninja quand même. Non, c'est pas du tout les Tortues Ninja. Tu enregistres là? Oui, c'est parti. Le comité des Charles de Gaulle et Podcut présente. Alors pour faire du vin, il faut du raisin. Et pour avoir du raisin, il faut de la vigne. J'aime faire du vin parce que c'est un nectar sublime et qui est simplement incapable de mentir. Vous avez le vin petit et la cuite mesquine dans le fond, vous méritez pas de boire. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol? Tire-bouchon, le podcast qui parle de pinard. Bonjour à tous et bienvenue à Tire-bouchon, épisode 31. Julien, Tire-bouchon, c'est le podcast qui parle de... Alors, qui parle de pinard, mais pourquoi c'est toi qui commences là? Parce que je sais pas, j'avais envie. Mais tu es un grand malade. J'ai fait une feinte, je me suis dit tiens, je vais le prendre de vitesse. Comme ça, comme si j'avais démarré avant que le feu passe au vert. Voilà, ouais, moi, bravo, je suis dégoûté, mais bravo. Je t'ai volé ton job, sois pas fané. J'ai un truc que je dois faire, un seul, et il me le vole. Bon, tu veux qu'on le recommence? Non, c'est très bien comme ça. Bon, à part ça, ça va? Eh ben, ça va bien, impeccable. Et toi, Julien? Bah, écoute, on fait aller, c'est vendredi, il fait soleil, c'est formidable. Ouais. Semaine nous enregistrons dans le joli village de Domazan, super, dans le Gard rhodanien, entre Pont-du-Gard et Pont-d'Avignon. Oh, c'est vrai. Non, c'est pas entre les ponts. Entre les ponts, oui. Tant qu'on finit pas sous les ponts, c'est déjà ça. Oui. Alors, au menu ce soir. Alors, oui, décris-nous le menu, Julien. Alors, nous allons parler de quelques actualités. Ensuite, je te raconterai vite fait My Life, donc 3615 My Life, donc l'actualité un petit peu de mon projet. Ensuite, on va se déguster une bonne petite bouteille. Ok. Et nous reviendrons sur la visite que nous avons fait donc chez un vigneron. D'accord. Alors, ça ne sera pas une interview, c'est simplement, voilà, on va parler avec vous de cette rencontre et en tout cas des éléments que nous avons pu y découvrir. Donc, on ne vous en dit pas plus volontairement. Ensuite, on va vous expliquer si vous avez envie de faire votre vin à la maison, avec quel est le matériel, quel est le starter pack. Donc voilà, ça, on va vous détailler un petit peu les éléments essentiels pour démarrer. Yes. Et surtout, mon petit Max, nous allons parler du Garage Lab. Du Garage Lab, parce que ça y est, le Garage Lab, ça y est, on se lance. C'est sur les rails. Et normalement, si tout va bien, et je ne dis même pas si normalement, le projet donc, est abouti. La campagne de financement Ulule est lancée. Donc voilà, donc normalement, vous devez avoir le lien en même temps que la publication de cet épisode. Et puis voilà, c'est parti. Et on va vous détailler quelques petites contreparties. Je dis petites, mais elles sont juste géniales. Donc de ce projet. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur d'excellents commentaires et d'excellents retours que nous avons eus sur notre dernier épisode. Carrément. Pour nous, c'était un épisode assez spécial. On l'a dit quand on a enregistré l'épisode. On s'est régalé. On a passé une journée excellente. Et j'ai l'impression que ça se ressent dans l'épisode. Exactement. Et que vous avez été beaucoup à nous dire, à nous faire des retours extrêmement gentils, et on vous en remercie, pour nous dire que c'était peut-être un de vos épisodes préférés. Alors sachez-le, c'est sûrement nous aussi un de nos épisodes préférés. Et que beaucoup nous ont demandé un complément d'informations sur le domaine de Belle-Pierre, comment y aller, est-ce qu'on pouvait les rencontrer. Donc on a communiqué les coordonnées. Bien sûr, vous pouvez y aller. De toute façon, c'est un domaine, c'est ouvert. Hein, il n'y a qu'à se rendre sur site. Et éventuellement, vous pouvez passer un petit coup de fil avant pour voir s'ils sont présents. Et aller y acheter du vin. Et en avant. Et enjoy, quoi. Il y a juste à profiter. Juste de ce bon vin. En plus de ça, donc, en bouteille. Je sais pas toi, mais si tu as dégusté les bouteilles qu'on a achetées en partant, non, et à chaque fois non, moi non, je les ai toutes vues. Et à chaque fois, je dis voilà, donc c'est un vigneron. Et là, je me suis éclaté puisque sur le carton de bouteilles que j'avais acheté, à chaque fois, je me faisais un plaisir d'amener donc cette bouteille lorsque j'étais invité. Et donc, bon, ma femme, elle en pouvait plus parce que j'ai raconté toujours la même histoire. Alors, c'est un domaine génial. Le mec qui fait l'article, le camelot. Et mais à chaque fois, c'était... Si, on a bu un de ces Mourvèdres. J'ai amené un de ces Mourvèdres avec ton patron quand on était à la Terre il y a quelques semaines. Oui. Il s'était régalé d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait taillé ensemble. On avait taillé, bien sûr. Je t'ai appris à tailler nos 4 rangées de vignes qui vont servir pour le Garage Lab. En tout cas, ces souches ont été sélectionnées pour la future cuvée Tire-bouchon. Elles ont été aussi sélectionnées pour leur résistance au gel, Julien, parce qu'il ne t'a pas échappé.
que ces dernières semaines, ces derniers jours, on a eu... grosse catastrophe. Grosse catastrophe, exactement. Alors, en effet, grosse catastrophe sur la gelée, donc au mois d'avril, donc calamité agricole. Donc, c'est vrai que sur le coup, alors, je vais être très honnête avec toi. Ouais. Avant de commencer dans l'agricole, je me moquais toujours des paysans. Puisque quand il faisait trop chaud, c'était pas bon. Ouais. Quand il pleuvait trop, c'était pas bon. Quand il y avait trop de vent, c'était pas bon. Ils sont jamais contents. Ouais, je dis en gros, ils sont jamais contents, ces types. Ouais. Mais en fait, une fois que tu as le pied dedans, tu te rends compte que si les aléas climatiques t'empêchent d'avoir une bonne production, mais ils t'empêchent tout simplement d'avoir ton salaire à la fin de l'année. Ils t'empêchent de générer ton chiffre d'affaires essentiel. Donc, concrètement, voilà, une sécheresse ou une gelée, ben, ça peut tout simplement mettre des paysans sur la paille, quoi. Heureusement, il y en a qui sont les épaules solides, ils ont quand même de bonnes exploitations et les plus chanceux ont sûrement de la polyculture. S'il y a quelque chose qui a gelé, peut-être autre chose prendra le relais. Mais voilà, il y a plein de petits producteurs qui sont vraiment hyper quand tu mal. débutes, quoi, hein. C'est très très compliqué. Pour avoir discuté de ces problèmes, alors que ce soit le gel ou les maladies ou quoi ou qu'est-ce, en général, ils te disent on essaye de prévoir pour pouvoir tenir 2-3 ans. Il ne faut pas que 2-3 ans d'affilée, tu aies une calamité qui te tombe sur le coin de la gueule, excuse-moi l'expression, mais voilà, ça a quand même une belle valeur ajoutée, le vin, donc tu peux générer du chiffre d'affaires, mais il faut aussi anticiper les mauvaises années, c'est pour ça que le vin n'est pas gratuit. Et donc, en général, ils essayent de se faire pour pouvoir anticiper 2-3 mauvaises années d'affilée. Au-delà, c'est très, très compliqué. Autant que faire se peut. Et puis bon, à côté de ça, j'ai été très choqué. Il y a une espèce d'agri-bashing, où en gros, tu as des commentaires par rapport à la gelée, qui ont été relayés, hein, donc c'était des commentaires sur les réseaux sociaux notamment, où parfois tu avais des personnes qui disaient mais ils ne savent pas, les paysans, que les scènes de glace jusqu'à début mai, ils n'ont pas qu'à semer la vigne avant, quoi. Voilà, ça c'est texto de ce genre de commentaires, et tu te dis mais oui, des gens qui ne savent pas, mais bon, à un moment donné, comme c'est relayé par tous ces médias et notamment dans tous ces réseaux sociaux, tu te dis mais waouh, à un moment donné, il faut juste essayer de comprendre les choses avant de pouvoir les commenter. Mais bon, non, parce que le principe, c'est d'être contre, quoi qu'il arrive. T'as pas besoin de faire de recherche avant, ou de te renseigner même, ou même de réfléchir sur le sujet. Il suffit d'être contre. Pareil, j'ai vu les commentaires des gens s'estimaient heureux, ils étaient contents, ils disaient c'est bien fait pour leur gueule à tous ces cons qui répandent des produits chimiques à longueur d'année dans nos terres, tu vois. Ouais. Des mecs qui vivent dans un 19 mètres carrés au 14e étage, voilà, avec un bilan carbone déplorable, tu vois. Mais bon, ils étaient contents de cette calamité. Ouais, mais tu vois, moi, mais ils ne savent pas, parce que le principe, c'est d'être ça contre. Ça me faisait marrer, mais non, franchement, ça me touche et ça m'énerve. Mais bon, mais comme tu... Faut juste pas lire, et puis ça se passe très bien. Hein. Oui, tu as raison, je vais essayer. Ouais. Tu sais, c'est comme les infos, quand tu les regardes pas, tu vois pas tous les malheurs. En gros, revenons à nos moutons. Donc, cette gelée, donc, notamment sur la vigne, elle a été catastrophique puisque il y a une précocité de la végétation. C'est-à-dire qu'il a fait tellement beau à la sortie de l'hiver, presque chaud, hein, puisque avant le mois d'avril, je me souviens au mois de mars, il y a eu des jours où nous étions en short et en t-shirt. Hein. Et donc, la végétation, quand elle voit cette chaleur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit « Ouh, ça y est, elle se réveille, ça y est, c'est parti. » Et là, elle a poussé, c'est-à-dire qu'il y a eu des bourgeons, il y a eu des fleurs. Donc, je parle notamment par l'arboriculture, notamment les abricotiers. Voilà, les fleurs étaient sorties. Pour les cerisiers, il y avait déjà des toutes petites cerises, etc. Et donc, la gelée est arrivée. Et en fait, elle a pulvérisé tout ça. Tous les bourgeons des vignes qui étaient bien sortis, ils ont été séchés par le froid. Les fleurs des abricotiers, il n'y a plus rien, tout a été séché. Les cerisiers, pareil, et plein d'autres arbres et plein d'autres productions. Donc voilà, en fait, cette gelée, elle a été catastrophique puisque il y a eu une précocité tellement importante à cause de ce beau temps. La cause, c'est pas la gelée, c'est les températures trop belles avant. Voilà, qui ont fait. En fait, elle a pris de l'avance. On tape des 30 degrés en mars, ça, c'est pas normal, quoi. Voilà. Donc grosse cata par rapport à tout ça. Donc, averse, sur ma vigne, ça va. Oui. On a sauvé les meubles. Et je pense qu'on a sauvé les meubles grâce à une méthode, c'est qu'on a taillé très tard. Donc, ça. On a taillé, c'était fin mars, hein, c'était 27, 28 mars, je ne sais plus exactement. Tu m'avais posé la question la dernière fois, mais pourquoi tu tailles si tard? J'ai dit, en une demi-journée, on va tailler. Donc, en gros, on a le temps
on a le temps d'attendre. Ça, Et je pense que l'année prochaine, on attendra encore un peu plus, quoi. C'est-à-dire qu'on taillera peut-être même mi-avril. Donc c'est ce qui m'a sauvé, puisque finalement, lorsque ça a gelé, les bourgeons avaient à peine démarré, donc il n'y a pas eu une grosse gelée. Et j'ai été très surpris que c'est gelé là-bas, puisque c'est une terre, je pensais, qui était très à l'abri, puisqu'elle est à l'abri d'un bois et autres. Mais sauf que là, c'était pas ce qu'on appelle une gelée blanche. La gelée blanche, c'est par exemple l'humidité dans le sol, le froid dans le sol qui fait tout gelé. Tu sais, c'est quand tu grattes, par exemple, sur ton pare-brise. Oui, c'est ça. Là, c'est la gelée blanche, c'est l'atmosphère qui te fait geler. Alors que là, c'était une gelée noire. C'est-à-dire c'était un courant d'air. Ok. Et donc, en fait, ce courant d'air, partout où il passait, il gelait tout sur son passage. D'accord. Et donc à ma vigne, marrant, le courant d'air, en fait, a tapé dans le bois, puisque la vigne est dos au bois. Donc, en fait, le courant d'air, il a buté sur le bois. Et vu qu'il n'a pas pu traverser, il a longé le bois. D'accord. Donc, ce qui fait qu'en fait, il s'est dirigé tout simplement vers mes cerisiers et ma vigne. Ouais, alors tes cerisiers, ils sont cuits. Voilà, ils étaient blancs, maintenant ils sont marrons. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'était juste pour le loisir, donc il y a pas de dommage. Je pense plus à des producteurs, notamment Laurent, que nous connaissons, qui, lui, il a bien morflé. Et voilà, c'est l'explication de tout ça. D'accord. Quelques bourgeons des souches que nous avons sélectionnés pour le Garage Lab ont un petit peu morflé, mais vu qu'on a taillé tard, c'est bon. On a quand même limité la casse, donc pas de souci pour notre Garage Lab. On aura du raisin si tout va bien. On va sauver les meubles. On a sauvé les meubles. Tu avais une petite actu également. Eh oui, Julien, moi je voulais te parler d'un truc que j'ai vu dans la presse spécialisée cette semaine. Parce que figure-toi que c'est la guerre, Julien, c'est la guerre des appellations. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Je pars en guerre contre les cheveux cassants et les pointes sèches, Julien. Non, c'est la guerre des appellations et c'est surtout la guerre en Camargue. Figure-toi qu'il y a, tu vois ce que c'est la Camargue? Alors, rappelle pour nos auditeurs. Alors, la Camargue, c'est une réserve naturelle, vraiment un endroit qui est assez unique en France, voire en Europe, il me semble. Ouais. Un endroit qui est réputé pour son élevage de moustiques. Oui. Puisque c'est principalement des marais. D'ailleurs, c'est un des seuls endroits en France où on peut cultiver du riz. Il y a des marais salants. C'est le delta du Rhône, plus ou moins, la Camargue, non? C'est très, très grand. Figure-toi que ça va jusque vraiment aux portes de l'Hérault. On va une bonne partie du Gard, on va dire au sud de Saint-Gilles, vraiment au sud de Nîmes pour prendre des marqueurs assez forts. Et puis après, on redescend dans les Bouches-du-Rhône et tu as toute la région de Arles. En vrai, au sud de Arles jusqu'à la Méditerranée, le gros de la Camargue, il est vraiment là. On a tous ces images de la Camargue avec... Crème blanc, le cheval camarguais. Voilà, les chevaux, les taureaux, dans les marais, les gardiens, les fameuses cravates. Les flamants roses. Les cravates gardiennes, les flamants roses, bien sûr, on connaît ça. On y fait pousser de la vigne aussi. On y fait pousser de la vigne. Il existe un IGP. Alors, il existe 2 IGP. Il y a l'IGP côté Bouches-du-Rhône, donc vraiment au sud d'Arles, qui fait des vins de Camargue, et l'IGP Hérault-Gard qui fait les sables de Camargue. Les vins de sable, Une IGP un petit peu différente. Et en fait, il se trouve que donc l'Occitanie et le Gard et l'Hérault, ils ont fait une demande d'AOP, vraiment pour passer en AOP sur les vins de Camargue. Le problème, c'est que une AOP ne peut pas, 2 AOP différentes ne peuvent pas contenir le même mot. Ah d'accord, ok. C'est-à-dire que si Gard et Hérault obtiennent l'AOP vin de Camargue, eh ben, les Camarguais des Bouches-du-Rhône, ils pourront plus l'avoir. Ils pourront plus jamais utiliser le mot Camargue dans leur vin. Alors, le gros des producteurs de vins de Camargue se situe effectivement dans le Gard et un petit peu dans l'Hérault. Il y a, je crois, il ne reste que je crois, c'est 600 viticulteurs en Camargue bucco-rhodanienne. Donc, c'est finalement assez peu pour plusieurs dizaines de milliers en Gard. Mais bon, voilà. Donc, c'est un peu la guerre. Donc, les Bouches-du-Rhône partent à l'assaut pour que soit retirée cette demande d'appellation, d'AOP, je veux dire. Et voilà. Et donc, c'est littéralement la guerre. Je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit, justement. Oui, c'est surprenant, mais ça paraît logique aussi. Mais ça paraît logique, puisque tu dois protéger un terroir et une situation géographique. Donc, tu ne peux pas la déposer 2 fois si elle est protégée 1 fois. D'accord. Donc, voilà, c'est un petit peu la guerre. Donc, mais ça, tu vois, c'est peut-être pour ça que
aussi, ça m'a envoyé à cette réflexion. Quand on parle des côtes du Rhône, eh ben, ce sont toutes les côtes du Rhône et ça passe, le Rhône donc prend sa source quelque part en Suisse. Si je dis pas de bêtises, dans le Valais, je crois. Oui, puisqu'il y a il y a les côtes du Rhône en Suisse. Et voilà, il descend sur plusieurs départements, plusieurs régions, et c'est vrai qu'on a des vins totalement différents, puisqu'on parle même nous, on distingue les côtes du Rhône Nord pour les jolis syrahs d'Ardèche et au-dessus, et puis les côtes du Rhône Sud, réputées plutôt pour ses grenaches, Châteauneuf-du-Pape en tête. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas arrivés à s'entendre et qu'il y en a qui partent faire un run dans leur coin, que l'Occitanie part bille en tête. Genre, ça doit être des guerres de clochers qui doivent remonter à la nuit des temps, je pense. Mais bon, voilà. Parce que du coup, on sait que c'est possible d'avoir un AOP ou une appellation qui court sur plusieurs départements plusieurs même régions. Parce que c'est vrai que les Bouches-du-Rhône, c'est vraiment PACA. Ouais. Et de suite, dès qu'on passe dans le Gard, c'est un autre département, mais c'est l'Occitanie, c'est une autre région, c'est un autre duché. Ouais. Donc ça pose d'autres problèmes. Ça me renvoie déjà à ces collégiens ou ces lycéens d'Avignon qui habitent à Villeneuve-les-Avignon. Ouais. Ils ont juste le pont à traverser, mais c'est plus la même région. À Avignon, c'est vraiment en bord de Rhône. Comme vous le savez, vous connaissez tous le pont d'Avignon. Mais de l'autre côté du Rhône, c'est le Gard et c'est une autre région. Et en fait, c'est pas la même académie pour les élèves. Donc c'est tout un casse-tête pour eux. Et j'imagine que c'est le même genre de merde qui s'applique au vin de Camargue. Voilà, c'était ma petite actualité. Ça c'est pas résolu aujourd'hui, donc j'ai pas de point final. Je suivrai l'affaire et je reviendrai vers vous quand on aura une décision à la fin. Mais je pense à peu cher ces petits vignerons au sud d'Arles qui veulent faire leur vin de Camargue et qui risquent on va leur dire, mais non, c'est plus possible. Et elle dit, putain, moi, je fais quoi? J'élève des moustiques? Ouais, c'est une idée. Hein. Voilà, Julien, c'était... D'accord, bon, on suit l'affaire alors. Hein. On suit l'affaire, bien sûr. Détective Max suit le dossier. Le dossier est pris. Alors, au-delà de notre problème d'appellation de moustiques... J'aime quand tu dis au-delà, quoi. Ça fait toujours penser à Johnny Hallyday. Au-delà de nos différends. On a fait saturer les micros, quelle horreur. Julien, bon, alors, toi, t'avances? Oui. Tu continues d'avancer malgré les problèmes d'appellation des autres? Oui. Et ton projet avance aussi? Alors, il avance aussi, puisque... Donc, tu en es où? Alors, j'en suis où? Je vais me diversifier également dans l'arboriculture. C'est-à-dire que, je te reprends un petit peu l'historique, donc là où je travaille, on fait de la vigne et un petit peu des abricotiers. Et c'est vrai que c'est super sympa les abricotiers, enfin l'arboriculture c'est autre chose. Et donc à partir de septembre, je vais reprendre donc une terre d'abricotier en gérance, en fermage, donc tout seul comme un grand. Donc c'est moi qui vais la tailler, c'est moi qui vais m'occuper de la traiter. De travailler la terre, je vais m'occuper de recruter mon équipe pour ramasser, c'est moi qui vais m'occuper d'aller la vendre au marché, etc. Donc c'est un gros défi, c'est génial. Tout le monde m'a dit mais tu n'y arriveras jamais à tout faire, tu vas divorcer, c'est obligatoire et machin, tout ça. Donc tu vois, plein de personnes autour de moi qui m'ont poussé à le faire, mais heureusement plein d'autres qui me soutiennent. Et donc voilà, donc c'est à partir de septembre, donc je reprends cette terre normalement. D'accord. Et je dis toujours normalement parce que bon, rien n'est signé et puis bon, d'ici septembre, il peut se passer plein de choses. Et donc voilà, donc le domaine de Montravel aura donc dans son arc de la vigne, mais également donc des abricotiers, puisque voilà, même si la vigne c'est quand même, on va dire le cœur de métier. C'est bien d'être un peu en polyculture. Voilà, la gelée l'a bien expliqué, quoi. Si tu mords sur un truc, c'est quand même bien de pouvoir te rattraper quand tu peux sur autre chose. Pas mettre ses œufs dans le même panier. Tous les œufs dans le même panier. Donc voilà, ça c'est vraiment la grosse actu. D'accord. Du domaine de Montravel. Donc c'est des abricotiers. Tu vas faire de la confiote aussi que tu vas vendre sur les marchés? Tu fais pas de transformation, juste des cajots d'abricots, quoi. Ouais, on va commencer en faisant comme faisaient les anciens propriétaires, c'est-à-dire on va faire des palettes. Et on va aller à Château-Renard aux Mines et on va vendre ça sur le parking. Alors ça, c'est tout un poème par contre, j'avais jamais fait. Donc tu arrives à 4h du matin à peu près, donc il fait nuit, tu gares ton camion, tu mets 2-3 cajots devant ton camion et qu'est-ce que tu fais?
Tu vas boire un coup. Et voilà exactement. Bah oui, c'est ça. Et là, tu poses tes cajots et tu vas très, 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 très vite au bar du Mine. Donc, le Mine, c'est le marché d'intérêt national. Ouais, c'est le marché de gros, quoi. Et là, tu arrives dans ce bar qui est immense où tu as tout le monde qui est là au café. Bon, d'autres qui carburent à autre chose déjà. Mais et en fait, les affaires se font quasiment au café à table, quoi. Ouais, toi, tu vends un qui, machin, tu vends un combien, t'as quoi comme truc, machin. Et j'ai eu la chance d'y aller 2 fois et je m'étais régalé. Puisque donc, tu fais ça. Ensuite, tu vas... tu retournes sur le parking, je crois que c'est sur les coups de 6 ou 7 heures que ça démarre. Et là, tu as une grosse sirène comme la sirène des pompiers. Tu et donc là, tu as le micro qui dit le marché aux courgettes est ouvert, le marché aux courgettes est ouvert. Et donc là, en fait, ça dure peut-être un quart d'heure ou une demi-heure. Ouais. Et donc, toutes les transactions se font pendant ce laps de temps. Et après, tu en fais les courgettes sont fermées, on passe au pelon. Et en fait, c'est juste génial. Tu as l'impression d'être dans un autre monde, quoi. Et j'ai trouvé ça très rigolo. Donc là, cette année, enfin l'année prochaine, je vais faire la même chose. Et l'idée, moi, c'est pas de faire que ça, c'est que d'année en année, c'est que je réduise la part de gros pour essayer de vendre un petit peu plus au détail, en bord de route ou sur des marchés de producteurs, etc. Ça me rappelle une anecdote, pareil. Ouais, moi aussi, quand j'étais gamin, vraiment gamin, quoi. La maison de ma mère, que tu connais, tout autour, il n'y avait que des serres, en fait. C'était vraiment un agriculteur, Daniel Alonso, qui cultivait des fraises sous serre ou en plein air. Et moi, j'allais traîner avec eux, j'aimais bien, ils me faisaient faire des tours de tracteur. Donc voilà, forcément, j'allais traîner, des fois, j'allais ramasser les fraises avec eux dans les serres et tout, machin. Et une fois, comme je m'entendais bien avec eux, ils m'avaient amené au marché gare de Carpentras pour faire le fameux marché de Carpentras. Ouais. Donc pareil, le C15 plein de fraises ras la gueule. Et cette expérience je me souviens, il y avait une allée où tous les C15 et les Renault Express et les Fiorino étaient garés à cul, là. Et en fait, il y avait vraiment une ligne blanche où les gens n'avaient pas le droit de dépasser. Donc, tu as tous les gens qui sont là, qui sont derrière la ligne blanche, et d'un seul coup, tu as un coup de sifflet, et les mecs, ils partent en courant, et c'était vendu en 4 secondes. Il y a un mec, il est arrivé direct sur Alonso. Bon, on l'appelait Alonso, et il y avait encore son père, on l'appelait l'ancêtre. Et il parlait pas, je crois que c'était un vieil espagnol, il parlait pas trop bien français. Tout le monde l'appelait l'ancêtre. Oh, l'ancêtre, il faisait signe. Connaissait son nom. Ouais. Et il est arrivé, ils se sont chuchotés à l'oreille et tout, machin. Et c'est bon, c'était fini, on est allé boire un café. Moi, ils m'ont servi un Diabolo, j'étais gamin. Mais voilà, c'était vendu et on a déchargé le C15. Et l'histoire était réglée. Mais ça m'avait impressionné. C'est un peu la même chose. Hein. Voilà. Bref, c'était pas du tout ça dont on devait parler aujourd'hui. Néanmoins. Mais c'est bien ces petites anecdotes. Après avoir tant parlé, tu vois, je commence à avoir les oreilles qui fanent et la gorge sèche. Est-ce que tu nous servirais pas un coup à boire ? Exactement. Là, j'ai une bouteille entre les mains. Oui. Que j'ai pris le temps d'ouvrir il y a à peu près 2 heures. J'ai positionné le Calice Wine au-dessus, là, pour voir le bec verseur et qui fait aérateur. J'en vois des photos du Calice Wine de l'aérateur de Calice sur les réseaux. C'est vrai qu'il commence à bien bouger, on est super content pour eux. Et Sébastien, si tu nous écoutes, nous t'embrassons. Et donc, nous allons déguster un vin. Donc, cette bouteille, c'est un vin de Verspont du Gard. Ouais, on est à la maison. Tu sais pourquoi je te sers cette bouteille. Nos auditeurs ne le savent pas encore. Donc, pour le moment, on va juste déguster sa cuvée Merlot 2019. Donc, c'est un vin de France, donc 100% Merlot. Et donc, c'est la cave Brunel, donc Jean-Charles Brunel, qui nous a accueillis dans sa cave. Oui. Et donc, là, je sers un petit coup. Voilà. On va se mettre un petit peu de musique, on va déguster ça. Et on retrouve nos auditeurs tout de suite après, si tu es d'accord. Trifles more than this. Would still recall my name and the month it all began. Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil
If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. The liquid wax, fitted out with greater cracks, sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. I hate to leave you bare, if you need me I'll be there, don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. I don't mind, I feel so, I will let you go. I don't mind, I feel so, I will let you go. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Kidd. Le podcast qui parle de pinard. Alors mon petit Max, qu'est-ce que tu penses de ce vin? Je pense que c'est un merlot, tu l'as dit avant. Alors, c'est une récolte qui a eu lieu le 28 septembre 2019. Ouais. Donc la cuvée 350 kg de merlot qui a été cueillie donc à Argilier. Il y a eu 269 bouteilles de cette cuvée. C'est un collector. Donc je rappelle, c'est la cave Brunel, donc Jean-Charles Brunel à Vers-Pont-du-Gard, qui nous a accueillis pour une raison simple. Nous l'avons contacté, puisque cette cuvée que nous dégustons aujourd'hui, c'est un vin de garage. Un vin de garage, voilà. Un vin fait en petite quantité, un vin fait à la maison. Exact. Et donc, on nous a fortement conseillé de le rencontrer pour deux raisons. Déjà, parce qu'il est sympa, et ensuite, pour avoir un petit peu les tuyaux pour le Garage Lab, c'est-à-dire par quoi commencer, quelles sont les astuces qu'il peut nous donner, quels sont les pièges dans lesquels il ne faudrait pas tomber. Et donc, nous sommes partis un soir, tous les deux, en compagnie donc, de Laurent, mon cousin dont je t'ai déjà parlé et que tu as déjà rencontré à plusieurs reprises. Et nous sommes partis donc chez Jean-Charles, et qui nous a accueillis donc, dans sa cave, qui est dans son jardin, quasiment. Oui, voilà, c'est ça. Il nous a expliqué que c'est une vieille cave de famille, donc son grand-père, me semble-t-il, il y avait des vieilles cuves, etc. Ouais. Et lui, il a commencé tout seul, il a dit, tiens, il avait trouvé un bouquin dans sa maison, parce qu'à un moment donné, on lui a demandé, est-ce qu'il y a une bibliographie pour commencer là-dedans? Et là, c'est un autodidacte. Hein. Ouais, et il nous a sorti, il me dit, oui, il y avait ce vieux bouquin dans la maison, il le sort, et là, tu dis, moi, j'ai le même à la maison. Écoute, c'est celui que j'ai, c'est celui Donc, parfait. Dont je parle tous les mois depuis 3 ans. Voilà, donc c'est déjà bien, on est parti sur la bonne bibliographie, donc c'est déjà pas mal. Et ensuite, il nous a expliqué un peu les différents matos qu'il faut avoir, notamment. Connaissance et travail du vin de Émile Pénaud et Jacques Blouin. Aux éditions Duno. Aux éditions Duno, tout à fait. Et donc, par rapport à cette visite, donc toi, tu étais bien, tu avais tout noté, tu posais les bonnes questions. Ah ouais, j'ai fait le bon élève. Ah ouais, le bon élève. Ouais. Ensuite, donc, il nous a fait goûter 2 cuves
De cuves, oui. Donc lui, il a 2 cuves à chapeau flottant, etc. On reviendra plus tard pour vous expliquer un peu Carignan. Le truc. Un Carignan et une Syrah. Ouais. Et donc, on a goûté, donc c'est tout jeune, puisque c'est les vendanges 2020, donc donc ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, ça faisait 7 mois que c'était en cuve. Ouais. Et qu'est-ce que tu en avais pensé, toi, notamment c'était le Carignan, je crois que tu Carignan, c'est chouette. Ouais. C'est très structuré, c'est très. J'aime beaucoup ce cépage-là. J'imagine qu'il doit être assez difficile à travailler parce qu'on a des expressions, des résultats très très différents suivant où on le déguste et comment il a été travaillé. Mais je trouve que c'est un vin très très intéressant, très structurant. Voilà, c'est pour ça que ça marche bien en assemblage, mais c'est le type de vin que j'apprécie beaucoup, même seul, avec une belle âpreté. Ça t'assèche bien l'intérieur des joues. À boire comme ça, moi j'adore ça. J'adore ça. Ensuite, on avait sa Syrah, qui était pas encore aboutie. Il manquait encore un peu d'élevage. Mais c'était déjà très très chouette. C'était déjà très chouette, donc c'était très prometteur. Et donc en partant, j'ai dit, écoute, donne-moi donne-moi, non. Je veux t'acheter des bouteilles. Voilà. Et il me dit, il me reste plus que mon Merlot, le Syrah, il me reste quelques bouteilles, mais je les garde jalousement. Voilà, c'était pour sa constru perso. Pour ma gueule, voilà. Voilà, c'est ça. Il a bien raison. Et donc, on est parti avec 3 bouteilles de Merlot, et notamment, voilà, c'est celle que nous dégustons aujourd'hui. Donc, la cuvée s'appelle le Chai de Vestin, donc Merlot 2019. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est Vestin ? Non. Dans le patois du village, c'est les habitants de Vers. D'accord. Voilà. Ok, tout simplement. Voilà, c'est... Je peux même je ne l'ai pas inventé, c'est marqué sur l'étiquette. Donc, le Vestin désigne dans notre patois l'habitant de Vers. Ainsi fut nommé le chat paternel qui veilla sur son chai en sommeil durant des années. Aujourd'hui, nous y élaborons à nouveau des vins rouges charpentés issus de petites récoltes, sélectionnés, vinifiés, élevés avec le plus grand soin. Donc ça, c'est l'avantage, et en tout cas, c'est ce que nous voulons faire avec le Garage Lab, c'est que qui dit petite récolte, dit petite cuve, et du coup, on peut y passer quand même beaucoup plus de temps et essayer de chouchouter au maximum le vin qu'on essaiera de faire. Et c'est pour ça qu'on est allé le rencontrer, pour savoir un petit peu quel était le starter pack, de quoi avait-on besoin pour commencer à vinifier. Alors, au départ, on s'était dit, on va amener les micros, ça va faire un épisode super intéressant, surtout que les gens aiment bien quand on va interviewer des vignerons. Et puis après, on s'est dit, non. Non, on va pas le faire, finalement. Parce qu'en fait, c'était vraiment un moment qu'on voulait pour nous, pour bien se concentrer sur notre projet, pour bien noter, bien prendre le temps, sans s'encombrer avec les micros. Alors, excusez-nous, nous en sommes désolés, parce que c'était vraiment très, très intéressant comme discussion. Ces vins sont très bons, donc vous pouvez en acheter si vous passez dans le coin. Ils ne s'exportent pas beaucoup. Ce sont des vins de garage, donc c'est vraiment des vins qu'on va acheter chez lui devant la porte. Il faut aller taper à la porte. Oui. On vous laissera les coordonnées dans le descriptif de l'épisode, bien sûr. Comme d'hab. Mais nous, on a fait le plein d'informations pour notre projet de vinif à la maison. Et déjà, on sait un petit peu ce qu'il faut comme matos. Voilà, dans quoi on doit investir. Je te propose de lister les éléments les plus importants. Rapidement, oui. D'accord, vas-y. Rapidement. Donc voilà, donc si vous également, vous voulez faire votre vin à la maison, dans votre garage, faire votre propre cuvée de garage, il vous faut, pour commencer, une cuve. Le plus important, c'est la cuve. C'est la cuve. Alors, elle peut être en plastique, elle peut être en inox, ça peut être une barrique, mais en tout cas, il faut une cuve. Le plus important, c'est quand on a des petites quantités, donc quand on ne peut pas remplir les cuves à 100%, c'est qu'elle ait un chapeau flottant. Ouais. Voilà, parce qu'il ne faut pas d'air entre le chapeau de la cuve et le vin. Ça, il nous l'a bien dit, l'ennemi du vin, c'est l'air. C'est l'air, bien sûr, parce que ça oxyde et ça défonce tout. Donc, les petites cuves à chapeau flottant, il y en a à peu près à toutes les tailles, je crois, 50, 100, 150 litres. C'est ça. On en trouve d'occasion sur le Bon Coin également. Ouais. Lui, d'ailleurs, c'est équipé pas mal sur le Bon Coin. Que de l'occasion. Ouais. Que de l'occasion. Donc, voilà, c'est ce qu'on essaiera de faire, nous, si on peut. C'est ça. Ensuite, il nous conseille d'avoir une deuxième cuve. Oui. Donc, c'est accessoire, donc, au moins pour soutirer, donc c'est-à-dire de transvaser d'une cuve à l'autre. Mais il nous a dit, si vous voulez pas acheter une deuxième cuve, vous achetez un gros bidon de 200 litres, bidon alimentaire. Les bidons alimentaires bleus qu'on connaît tous, ou éventuellement une ancienne barrique qui a servi déjà. C'est juste le temps de transvaser pour pouvoir gérer les mous et les déchets de raisin. Virer toutes les rafles. Qu'il y a dans la cuve. Oui, des fois, il faut vider notre cuve et pour pouvoir mieux la re-remplir derrière. Exactement. Ensuite, il nous a fortement conseillé d'avoir un fouloir égrappoir. Ouais. Alors, tout est manuel, c'est pas du mécanique, là, enfin, c'est pas de l'électrique, c'est du mécanique. Donc, le fouloir égrappoir, c'est quoi ? C'est, d'après ce qu'on a compris, une sorte de panier dans lequel on va mettre les grappes de raisin et on tourne à moulinette et ça va séparer, en fait,
les baies de raisin de la rafle, hein, de la grappe. Et ça va également donc l'écraser un petit peu. Voilà, les fouler. Alors, ce qu'on faisait avant au pied, cette image d'Épinal qu'on a, où tu as des nanas qui relèvent leur jupe et qui patauchent gaiement dans les cubes de raisin. Bon, bah là, c'est un petit appareil mécanique qui le fait. Déjà, nous, on n'est pas chaud pour aller marcher sur du raisin. Mais surtout quand tu vois les pubs à la télé avec les champignons sous les ongles et tout, on ne sait jamais. Voilà, imagine, tu fous ça dans un raisin, c'est dégueulasse. Non. Donc non, on va pas prendre le risque. Voilà. Ensuite, un autre petit accessoire, c'est le mustimètre. Oui. Donc le mustimètre, c'est un densimètre pour évaluer le taux d'alcool présent dans le vin, tout simplement. Donc ça, c'est juste obligatoire. C'est ça. Si tu n'as pas ça, tu peux pas faire ton pinard. Et nous, on en a choisi un mustimètre Guyot. Oui. Il fait également thermomètre pour savoir la température de la cuve. Donc voilà, ça c'est ce que nous choisirons et que nous vous conseillons de choisir si vous voulez vous lancer également. Ensuite, il nous faut un pressoir. Il nous faut un pressoir, oui, évidemment. Un pressoir manuel, on ne va pas partir sur un gros truc d'usine. Hein. Voilà. Mais voilà, un petit truc à cliquer. Donc les pressoirs, vous en voyez parfois sur les ronds-points, les bords de route, les vieux trucs en bois avec la vis. La vis sans fin. La presse, voilà, comme les vieilles presses de Gutenberg. Les lattes de bois verticales. Voilà, exact. Donc là, il existe plus ou moins la même chose, sauf maintenant c'est en plastique avec un petit cliquet. Donc voilà, c'est ce que nous aurons et ce que nous vous conseillons également. Ensuite, il faut remplir les bouteilles. Oui. Donc, comment tu fais? Tu prends un entonnoir et tu y vas comme ça ou... Alors, si vraiment t'as pas d'autre solution, si vraiment nous, on n'a pas d'autre solution, éventuellement, c'est ce qu'on fera. Il existe des moyens beaucoup plus simples et beaucoup plus adaptés quand tu as des centaines de bouteilles à faire. Alors, vraiment, les professionnels, eux, ils ont des embouteilleuses. Ils ont des camions qui viennent avec des pompes, des machins, parce que quand tu as les cuves qui montent jusqu'au ciel, tu vas pas le faire au seau et à l'entonnoir. Hein. Tu peux le faire, mais ça prend beaucoup de temps quand même. Beaucoup de main-d'œuvre. Ça coûte beaucoup plus cher que si tu faisais venir un joli camion et qui te met tout ça en bouteille gentiment. Non, nous, il existe un appareil, putain, j'ai oublié le nom. Mais je vais te le dire, c'est le Nolmatic. Le Nolmatic. Ouais, donc en gros, c'est un appareil qui te transvase dans ta bouteille, qui remplit pompe d'un côté, qui remplit la bouteille, et quand elle est pleine, il s'arrête. Voilà. Et une fois que la bouteille est pleine, Max, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la bouchonner. Eh oui. Donc ça veut dire qu'il vous faut des bouteilles, il vous faut des bouchons et il vous faut une boucheuse, quoi. C'est-à-dire l'appareil, la machine. Alors ça, c'est le truc manuel qu'on voit. Hein. Ça fait un gros levier, là, on dirait une machine à sous. Et donc en fait, voilà, à chaque fois, vous allez mettre votre bouchon dans la bouteille. Alors la question qu'on s'est posée, nous, on va pas le vendre ce vin, c'est une conso perso, c'est une expérience personnelle, d'enrichissement personnel. C'est un laboratoire. On s'est dit, est-ce qu'il faut le déclarer aux douanes, pas aux douanes, etc. Sachant qu'on va faire une toute petite quantité. Lui nous a dit non, normalement, si vous faites ça dans votre garage, c'est à titre perso, etc. Voilà, si tu le vends pas sur les marchés en criant bien fort, a priori. Donc voilà, j'espère qu'il a été de bon conseil, qu'on finira pas en tôle, mais voilà. Normalement. Vu que ça ne sera pas vendu, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Il faut de la cire aussi. Pour cirer les bouteilles, ça c'est stylé. Bien sûr. C'est stylé. Ouais. Alors ça, tu avais vu ça dans un domaine qui t'avait bien plu à l'époque. La Vivarelle. La Vivarelle. Alors, je ne l'avais pas vu faire, mais elle m'avait dit que tous les ans, sur la cuvée... Ah mince, je ne me rappelle plus du nom de sa belle cuvée. Je sais que c'était une belle bouteille noire dans un écrin. Mais oui, c'est sa plus belle cuvée. Je crois que c'est le V de Vivarelle. Et en fait, c'est sa mère qui cire les bouteilles une par une chaque année, peu cher. Et elle met des vidéos sur les réseaux sociaux en plus, où on voit sa mère qui galère un peu à cirer les bouteilles chaque année. Devant le réchaud de camping. Ouais, voilà, devant le réchaud de camping avec la vieille gamelle de cire chaude là, que j'imagine on doit renverser au moins une fois par an. Et une fois par an, merde, putain, mais on avait dit qu'on faisait mieux là. Et cette année, on l'a toujours pas fait. Non, mais à la renverser autant que sur les jambes, tu te fais une épilation en même temps. Oui, alors là, c'est royal. Là. Oui, une épilation et un ébouillantage au 3e degré aussi. La cire chaude, ça doit être quelque chose. Donc, la cire, oui, en effet, parce que c'est vrai que les bouteilles dans le commerce, elles sont encapsulées. Elles ont la capsule au-dessus du bouchon, etc. Puis, la Marianne. La Marianne. Donc, nous, ce sera sympa, un petit bouchon ciré. C'est pour l'expérience, on l'a jamais fait, on n'a pas les capsules. Pourquoi pas essayer de les cirer, bien sûr. De toute façon, on va essayer de faire de notre mieux. Après, c'est une première, et comme on vous l'a dit en rigolant la dernière fois, c'est un peu la stratégie de l'échec, on apprend de nos erreurs. Donc, voilà, le vin ne sera peut-être pas exceptionnel, mais ça sera le premier, et le second sera nettement meilleur. On apprendra de nos erreurs.
éventuelle, parce qu'autant on va faire la chance du débutant, on va faire une super cuvée dès le départ. Bon, à tout ce matos se rajoutera bien entendu quelques produits, notamment le SO2, il faudra un petit peu de levure, donc voilà, il nous a expliqué que il faut quelques petits produits à un moment donné. Mais sur ces quantités-là, donc par infime, genre c'est une cuillère à café de levure ou une cuve entière, sauf que c'est vendu par kilo. Donc c'est là où c'est dommage, c'est que tu vas acheter un paquet de je sais pas combien de kilos pour juste une cuillère à café. Donc là, il nous a dit, si vous voulez, vous passez, je vous en filerai. On va essayer de se faire dépanner. Donc donc ça c'est plutôt cool. Au pire, si lui peut pas, on va faire le tour des coopératives. Et on va taper, on va faire la manche. Voilà, c'est ça. S'il vous plaît, ma cuve, elle en a pas la levure. On ira avec un petit flacon, comme les flacons d'urine, tu vois. Vous pouvez nous mettre des levures là-dedans. S'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Donc voilà, en gros, là. C'est tout ce qu'il faut. Ensuite, de la patience, du bon raisin. Du raisin, hein, ça, c'est le nerf de la guerre, c'est 80% du bordel, quoi. C'est le raisin. Voilà, une attention journalière pendant tout le temps de la vinification. C'est une semaine, 10 jours grand max. Et puis après, du soin pendant l'élevage, tout le temps de l'élevage, et de goûter régulièrement, essayer de rectifier ce qui peut l'être. Et puis voilà, et puis du courage, et puis après on espère. On espère quoi? On espère avoir un résultat pas trop dégueulasse, quoi. Juste pour la photo, bien sûr, on ne pourra pas les vendre, bien sûr, on ne pourra pas les distribuer. C'est bien dommage, mais on espère arriver à un résultat, oui. Ce résultat, on l'aura, ça c'est certain. En tout cas, voilà, ce Garage Lab, c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est un projet qu'on a partagé avec vous depuis septembre, depuis quasiment le début de cette saison. Et donc, on avance. On n'a jamais été aussi près de tout lancer. Maintenant, on a notre liste de courses. C'est-à-dire on sait ce qu'on doit avoir comme matériel. On a un peu notre liste également de travaux, puisqu'on va aménager un minimum la pièce, au moins et surtout sur le traitement de l'air. Parce que voilà, comme c'est au rez-de-chaussée de ma maison, on va essayer que ça ne pue pas la vinasse pendant un mois dans la maison. Donc ça va être une partie qu'on ne négligera pas. Ensuite, on a imaginé plein de contreparties sympas. Ça sera à la portée de tout le monde, c'est-à-dire que ça peut, vous pouvez donner à partir de 10 € jusqu'à des budgets un petit peu plus conséquents. C'est pour la famille, ça. Voilà, pour la famille. En gros, on peut vous donner, ça vous les aurez vraiment dans le lancement officiel. On ne veut pas non plus spoiler, mais en gros, on va avoir. Alors, pour préciser, aujourd'hui, vous écoutez cet épisode, le Ulule est lancé, bien sûr, vous avez. Puisque c'est de ça qu'on parle, puisqu'on va un petit peu à la pêche au financement pour pouvoir acheter tout ce matériel dont on vient de vous faire la liste aussi longue qu'intéressante. On a un budget de 2 500 €. On a un très... et c'est la fourchette large si on doit acheter ce matériel à un prix au rabais en Italie. Bien sûr, on ne va pas dans les grandes enseignes françaises, c'est beaucoup trop cher. Nous, ce qu'on espère, c'est pouvoir essayer de récupérer du matos d'occasion à fond. Et pour qu'on en ait moins cher, moins cher que ça. On va essayer de vous recontacter tous nos copains vignerons s'ils ont des matos qui traînent dans c'est des vieux matos qui servent à rien. Donc voilà. Donc quand vous écoutez cet épisode, bien sûr, si vous voulez participer, vous suivez le lien qu'il y a sous l'épisode. Nous, à l'heure où on enregistre, on est encore en contact avec Ulule à essayer de faire les derniers changements pour pouvoir optimiser au mieux le projet suivant ce que on a l'habitude de conseiller aux projeteurs. Et donc, nous, on a déjà réfléchi à une liste de contreparties. Donc, ce que vous pourrez espérer éventuellement en venant nous donner la main gentiment et gracieusement. Alors, quelques exemples, on ne va pas tout dévoiler, mais vas-y. Alors, moi, il y a vraiment un truc qui me tient à cœur, c'est que, comme on vous l'a dit, on n'a pas d'activité vraiment déclarée pour ça. Je vous le dis, je vous le chuchote. On n'a pas vraiment d'activité très, très déclarée pour ça. On ne peut pas légalement vous fournir du vin que nous on va développer, ça serait pas honnête. On n'est même pas sûr aujourd'hui de pouvoir produire du vin qui soit buvable. Bien sûr. Donc, par contre, ce qu'on sait faire nous, c'est du bon vinaigre. Voilà. Donc, du bon vinaigre de vin. Au risque d'avoir un mauvais vin, autant avoir un bon vinaigre. Voilà, donc en contrepartie, vous pouvez avoir du vrai vinaigre fait par nos soins. Ça, c'est pas de la déconne. On va pas acheter du maïs dégueulasse. C'est dans nos cuves. La plupart des vins qu'il y a dans notre vinaigrier, c'est le vin dont vous avez entendu parler dans les épisodes de Tire-Bouchon. Voilà, les bouteilles de fin de soirée. C'est ça. Donc, c'est avec du rouge du sud de la France. Je ne sais pas si on peut dire vinaigre de vin de Grenache.
Parce que majoritairement, à mon avis, c'est ça. À 80%, c'est du Grenache. Chez moi, oui, c'est majoritairement du Grenache dans le vinaigrier, ça c'est sûr. Donc voilà, ça me fait beaucoup rire. Voilà. Autant être honnête avec vous, voilà, les bouteilles, ça ne sera pas possible. Mais le bon vinaigre, en avant, Guingamp, on peut en fournir. Voilà, à côté de ça, on a prévu plein de choses. Voilà, on s'est marré en faisant les contreparties. Donc j'espère que vous vous marrez en les découvrant également, mais notamment la photo officiellement kitsch de Tire-Bouchon, donc de Maxime et moi, donc dédicacée à la main. Vous savez, comme quand on était petit au club Dorothée, je pourrais avoir une photo dédicacée de Ariane et Dorothée. Ben voilà, ça sera la même chose. Donc on essaiera d'être sous notre plus beau profil kitschou, et voilà, la vraie photo dédicacée à l'ancienne des années 80. Ensuite, selon le palier également, il y aura quelque chose de très important, Max. Oui, c'est l'adhésion au comité de Charles de Gaulle. L'adhésion officielle avec carte de membre. Bien sûr, on va faire une vraie carte de membre et ça vous donnera droit à, si vous passez dans la région, vous nous contactez et puis on va boire un coup. Voilà, exactement. Il n'y a pas de souci. Charles de Gaulle, on lève les bras, on lève le coude et on se fait plaisir, bien sûr. Un autre truc ultra cool, Julien, c'est sur ta terre que ça se passe. Oui, exactement. Donc, c'est l'invitation à un apéro champêtre dans la vigne après les vendanges. Voilà. Donc là, on sera à la vigne, celle dont je vous parle depuis si longtemps déjà. Et puis voilà, donc on va se faire un petit apéro à la vigne, tranquillou. On pourra parler de tout ce projet. On pourra peut-être même déguster certains vins dont on vous a parlé. Donc voilà, ça c'est vraiment l'invitation à l'apéro champêtre. Ça sera réservé qu'à un nombre limité de personnes. Ouais. Donc ça, vous le verrez, puisqu'on a quelques contreparties, quelques lots, donc quelques packs qui sont limités en nombre de personnes, en nombre en tout cas de dotations. Donc voilà, c'est les plus rapides. Ils auront droit. C'est surtout que c'est vraiment limité à un très peu nombre de personnes, mais c'est que ça nous permet à nous de vous payer vraiment une belle régalade, quoi. On va à la terre. Le but, c'est ça. On va à la terre, on s'en colle une. Oui, le but, c'est pas d'aller à la salle des fêtes qui est 300 personnes. Non. On va à la terre, on s'en colle une, on se fait un méga barbecue, on fait le tour et tout, machin. On se fait vraiment comme quand c'est nous, où on va se taper des régalades à la terre. Sauf que là, vous êtes avec nous. C'est quand même sympa. Ça sera l'occasion surtout, si on est à la terre, de voir notamment certaines souches qui seront donc parrainées. C'est-à-dire qu'il y aura le nom de certains parrains, donc de certains donateurs, sur la souche. Donc ça sera l'occasion. Ok, écoute, ça c'est quelques lots en vrac. Voilà, il y en aura plein d'autres. Parce que c'est encore en phase de finition, mais voilà. Donc c'est les choses auxquelles vous pouvez prétendre en vraiment. L'important, je crois que il faut avoir envie de nous donner la main dans ce projet, sachant que nous, derrière toutes les expériences qu'on va vivre, tous les échecs qu'on va subir, on pourra vous les retransmettre dans le podcast et avancer. Nous, ça nous permet d'avancer un petit peu plus dans la compréhension de ce qu'est le travail de vigneron et d'être plus pertinent quand on va faire des interviews, quand on va essayer d'échanger avec les vignerons directement pour pouvoir essayer d'en apprendre un peu plus à chaque fois et vous retransmettre tout ça à chaque fois, Julien. Bien oui, mon petit Marc, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, si on pouvait mettre des confettis dans tous les sens, on le ferait, puisque ça y est, c'est le lancement du Garage Lab et on est très fiers d'en être arrivé là. Voilà. Et avec votre concours, en plus de ça. Donc voilà, vous nous avez écoutés, vous nous avez encouragés. On a eu plein d'encouragements par rapport à ce projet. Quand on a émis l'idée, on a eu des commentaires dans tous les sens. Oui, allez-y, nous on est à fond avec vous, etc. Donc voilà, ça nous a poussé à continuer. Et puis ça y est, là, on y est, let's go. Il n'y a plus qu'à. Voilà, donc s'il vous plaît, aidez-nous. Enfin voilà, participez avec nous à ce projet, on va se régaler tous ensemble, il y a plein de contreparties, et puis voilà, c'est une belle aventure qu'on vivra tous ensemble. Très bien, Julien. Écoute, il ne nous reste plus qu'à nous laisser là-dessus, donc encore une fois, comme d'habitude, puisque la prime va aux étoiles, si vous voulez nous laisser un commentaire. Non, ça va pas du tout. Ah si, c'est beau. La prime va aux étoiles. La prime va aux étoiles. Il y a une chanson de France Gall, un truc comme ça. Non, vous pouvez passer sur Apple Podcast, laisser quelques étoiles et laisser un commentaire gentil. Sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez nous contacter. Je sais qu'on a eu plein de messages gentils. De temps en temps, on en lit quelques-uns à l'antenne. Là, on est un petit peu à la bourre et puis on était en train de préparer tout ça, donc c'était un petit peu compliqué. Mais je vous incite à participer. Voilà. Laissez des commentaires, laissez des étoiles sur Apple Podcast. Et puis écoutez. Et puis on se retrouve la prochaine fois. On se retrouve la prochaine fois. Je ne sais pas quand est-ce que sera publié cet épisode puisque ça dépendra du feu vert de Ulule.
Donc, mais on se retrouve dans un mois d'ici la publication. Voilà. Hein, on n'a qu'à se dire ça. M+1. Ah, M+1. Écoute, Julien, je t'embrasse. Ouais, très bien. On va finir ce... Je t'embrasse avec le masque. Hein. Oui, bien entendu, on est d'accord. Oui. On va se finir cette bouteille de Merlot. Et puis je te souhaite une bonne soirée et je te dis à la prochaine. À la prochaine. Bisous. Ciao, ciao. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.